à tous, amis de l'histoire, des romans historiques. Donc vous voyez, aujourd'hui je me suis mis un gros pull parce qu'il gèle dehors. Mais bon, on va éclairer le monde puisqu'on va parler d'art aujourd'hui. On va parler d'un joli roman qui est paru il y a quelques temps. Hein. C'est Les yeux de Mona, hein, qui est paru chez Albin Michel. Ça fait combien de temps ça? Je ne me souviens plus. C'est pas très très vieux. 2024, vous voyez, c'était l'année dernière, il y a peu de temps. Voilà, donc le thème est le suivant. C'est un roman de Thomas Schlesser, Les yeux de Mona. 52 semaines, c'est le temps qui reste à Mona pour découvrir toute la beauté du monde. C'est le temps que s'est donné son grand-père, un homme érudit et fantasque, pour l'initier chaque mercredi, après l'école, à une œuvre d'art avant qu'elle ne perde peut-être pour toujours l'usage de ses yeux. Ensemble, ils vont sillonner le Louvre, Orsay et Beaubourg. Ensemble, ils vont s'émerveiller, s'émouvoir, s'interroger, happés par le spectacle d'un tableau ou d'une sculpture, empruntant les regards de Botticelli, Werner, Goya, Courbet, Claudel, Callot ou Basquiat. Mona découvre le pouvoir de l'art et apprend le le doute, la mélancolie ou la révolte, impression trésor que son grand-père, souhaite inscrire en elle à jamais. Voilà, donc c'est un roman qui fait 477 pages. C'est assez un plaisir à chaque fois hein, de lire chaque page. Donc je vais vous lire des passages de ce roman. Et avant, pour l'illustrer, je vais vous lire des passages qui illustrent des tableaux dans des ouvrages d'art. Hein. Donc j'ai choisi pour vous des gros livres assez anciens hein, sur le musée du Louvre. Donc j'en ai plusieurs. Ça c'est l'école française, c'est l'école étrangère. Ensuite, j'ai ouvert un livre du musée d'Ermitage à Saint-Pétersbourg. On peut difficilement y aller en ce moment, mais il y a des œuvres qui sont intéressantes à commenter également. Donc la particularité de ce livre, Les yeux de Mona, c'est que quand on l'ouvre, vous voyez, bah, il y a justement les œuvres sur lesquelles il parle, qu'il commente dans son livre. Hein. Voilà, donc ça commence par Botticelli, hein, et ça finit, vous voyez, il y a d'autres œuvres ici également. C'est très joli, hein, c'est original, quoi. Et ça finit vers Picasso ou d'autres artistes modernes. Voilà. Je le replie, je le remets en décor. Voilà, voilà. Donc en premier, on va donc s'attacher on a commencé par quoi? Par Léonard de Vinci. Donc Leonardo da Vinci, miroirs profonds et sombres, où des anges charmants avec un doux sourire apparaissent à l'ombre des glaciers et des pins qui ferment leur pays. Voilà, donc ça c'est du Baudelaire, c'est un passage des Phares de Baudelaire. Et donc je vais vous lire un petit passage du musée du Louvre. Donc ça c'est page 14. Page 14. Le musée du Louvre. 14, c'est présent. 14, 14, on laisse. Page 14. Voilà. Donc bien sûr, on voit la Joconde hein, de Léonard de Vinci, Leonardo da Vinci. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent dans ce gros livre? Léonard de Vinci, 1452-1519, mort à Amboise. Hein. Donc, que n'a-t-on dit du sourire de cette femme? Quel roman n'a-t-on pas imaginé à propos de ce tableau? Peut-être le plus célèbre du monde. Il y a une queue fantastique toujours devant la Joconde au Louvre. Hein. Alors qu'il y a le plus grand tableau du monde de l'autre côté, celui de Véronèse, hein, Les Noces de Cana. Il est plus facile d'accès, il est très beau aussi.
Donc la tradition suivant Vasari voit dans cette beauté presque divine le portrait de Mona Lisa di Antonio Maria di Noble Gherardini, né en 1479, Florentine. Elle avait épousé un veuf notable florentin, Francesco Bartolomeo di Zanobi del Giocondo, d'où l'appellation francisée de la Joconde. Par contre, Venturi croit que la Joconde serait Clémence d'Avalos, duchesse de Francescavilla, qui fut aimée de Julien de Médicis, et dont on sait par un poème de l'époque que Vinci fit le portrait. Mais la duchesse aurait eu la cinquantaine au moment où elle posa pour l'artiste, ce qui semble inadmissible. Vinci aurait travaillé 4 ans à ce tableau et l'aurait entrepris entre 1503 et 1505. Mona Lisa aurait eu alors 24 ou 26 ans. En venant en France, Vinci emporta avec lui le portrait qu'il considérait comme son œuvre majeure. François Ier l'acquit pour la somme de 4000 pièces d'or de l'époque, bien qu'elle ne soit pas dans un très bon état de conservation, car Vinci, chimiste, fabriquait lui-même ces couleurs qui ont bruni sous l'effet du temps. La Joconde reste le tableau le plus parfait et le plus typique de Léonard et aussi de l'orgueilleuse ambition spirituelle de la Renaissance. Recréer dans cet art un monde conforme aux lois de l'intelligence, idéal qui concilie l'art et la science et permet à Léonard, savant, ingénieur, génie, créateur inlassable, d'écrire cette formule prométhéenne Vixil cosa et versi universal. Il est aisé de se rendre universel. Voilà. Donc ça, c'est le livre du Louvre, le livre d'art. Ensuite, oui, donc là, on est dans l'histoire, hein, c'est l'histoire de l'art. Et là, on tombe dans un roman. Alors, il parle de l'histoire de l'art. Dans l'histoire, donc, on peut considérer qu'il est un peu de la même famille que les romans historiques. Voilà, donc je vais vous lire un passage de ce livre, Les yeux de Mona. Donc le 1, c'est page 40. Page 40. Page 40, ça va jusque-là, d'accord. C'était une femme assise, cadrée de manière serrée en buste de 3/4, le bras gauche posé sur l'accoudoir d'un fauteuil dont il n'y avait pas d'autres éléments apparents. La main droite attrapait sans le serrer le poignet gauche et imprimait dans tout le corps du modèle un infime mouvement de rotation qui l'animait, l'inscrivait non seulement dans un spectacle mais encore dans une durée. Elle était vêtue d'une robe brodée de couleur sombre qui contrastait avec la peau éclatante de son décolleté et de son visage. Une fine gaze recouvrait sa tête, d'où coulait jusqu'à sa poitrine une chevelure torsadée, scindée par une raie au milieu. Le visage avait quelque chose de très légèrement replet, ou des joues fermes, un grand front et un petit menton encerclaient un nez droit, des yeux marrons tournés vers la gauche et fixaient le spectateur, une fine bouche à peine courbée par un léger sourire. Les arcades sourcilières étaient épilées. Dans le dos du modèle se trouvait le muret d'une loggia, derrière lequel se déployait, comme s'il était loin, très loin, un paysage aux accents fantastiques. Il y avait sur le côté gauche du tableau une route serpentante à travers une plaine qui s'élevait soudain en des volumes rocheux. Elle jouxtait un lac bordé à l'horizon de montagnes gigantesques, abruptes et violemment escarpées. On en trouvait également sur la droite de la composition qui continuait d'étaler pierre, terre et eau, mais montrait de surcroît un édifice construit symétriquement à la route sinueuse. Il s'agissait d'un pont à 5 arches enjambant une rivière. Mona avait bien de la chance parce qu'elle était petite et menue. Personne parmi la foule qui se pressait n'osa la bousculer. Donc c'est la petite fille, Mona.
Surtout la qualité de concentration dont elle faisait preuve, droite devant l'œuvre, qu'elle parcourait patiemment de ses yeux alertes, captiva le public tout autant que la Joconde elle-même. À tel point que les touristes finirent par photographier discrètement la fillette de dos dans l'axe du chef-d'œuvre fusionnant avec lui. Le gardien se demandait comment une gamine pouvait examiner si minutieusement cette peinture que, d'habitude, les visiteurs accrochaient rapidement de regard, comme le pompon d'un manège, avant de regagner très vite la sortie. Mona eut beau avoir un peu moins de difficulté à plonger dans le tableau de Vinci que dans la fresque de Botticelli, une semaine auparavant, elle céda là encore au bout d'une douzaine de minutes. Fatiguée, elle rejoignit son grand-père, resté un peu à l'écart. Alors, Mona, qu'as-tu vu? Tu m'avais dit un jour que Léonard de Vinci avait inventé le parachute, mais son ciel est complètement vide. S'il t'a fallu plus de 10 minutes pour t'en rendre compte, je ne te félicite pas. C'est que j'ai aussi cherché les machines volantes cachées, car tu m'avais dit qu'il en avait imaginé. Oui, c'est vrai, Léonard était un ingénieur autant qu'un peintre. Il monnayait ses services auprès des princes pour améliorer le contrôle des fleuves et des rivières, pour aménager les territoires, pour fortifier la défense des cités contre les ennemis. Il était si sérieux et intelligent qu'il étudia de très près le corps humain et disséqua des cadavres pour en comprendre le fonctionnement. Voilà, bon, ça évoque mon Alissa. Donc ensuite, on a, qu'est-ce qu'on a après on a Rembrandt. Alors Rembrandt, si on cite Baudelaire, dans le poème, l'illustration, il y a Rembrandt, triste hôpital, tout chargé de murmures, et d'un grand crucifix décoré seulement, où des prières en pleurs s'exhalent des ordures, et d'un rayon d'hiver traversé brusquement. Voilà, donc ça évoque Rembrandt. Et pour ce qui concerne Rembrandt, donc on a sélectionné donc, pour le livre d'art la page 80. Page 80. Ah non, attendez. Ah non, dans les livres d'art, c'est page 39. Pardon, page 39 dans le livre d'art. Il ne faut pas que je mélange les choses. Voilà. Dans les livres d'art, page 39. Page 39. Donc cette fois-ci, on met le roman et le livre de référence, quoi. Donc page 39, pour casser un peu la routine. Alors page 39. Je la trouve cette page 39? C'est un peu plus long. Page 39. Rembrandt. Alors moi j'ai plutôt choisi Bethsabée au bain. C'est un tableau que j'aime bien. Vous voyez, voilà, Bethsabée au bain. Et alors que dans le roman, c'est un autoportrait. Hein. C'est l'autoportrait de Rembrandt. Alors, Rembrandt, 1606-1669. Bethsabée au bain. Bethsabée, à sa toilette, vient de recevoir la lettre où David lui déclare sa passion. Pensive, elle réfléchit. Le thème n'est pas celui qui si souvent choisi par les artistes conformes à l'écriture, qui raconte que c'est en apercevant Bethsabée dans son bain que David se prit d'amour pour elle jusqu'à l'enlever à son mari, Uri, qu'il fera mourir. Peut-être est-ce d'ailleurs la lettre annonciatrice de cette mort que tient ici Bethsabée et qui l'entraîne dans cette méditation profonde. Mais le thème religieux compte peu pour Rembrandt, qui a voulu surtout traiter un nu. C'est la chère Heinrich Stoffels qui a posé. Et Rembrandt a peint ce corps dans sa beauté et ses imperfections avec une tendresse égale. Le nu est rare dans la peinture hollandaise, protestante et puritaine, alors qu'il est courant chez les Flamands qui lui donne une sensibilité mythologique ou allégorique, et chez les Italiens qui se plaisent à en dégager l'élégance plastique. Rarement le magicien Rembrandt a atteint une aussi parfaite réussite technique. Ce nu lumineux et nimbé d'or sort de l'ombre animée au fond par une féerie damas d'or lui-même, lui aussi.
L'épaisseur grenue de la pâte accroche la lumière qui rayonne ainsi plus puissamment. C'est par la beauté de ce clair-obscur que le réel devient vision, et la simple et lourde servante néerlandaise évocation mythique, incompréhensible alchimie du génie. La lumière arrive littéralement pour éclairer une note de rouge, une draperie blanche, seul élément coloré du tableau. Ces agréments accroissent la réalité charnelle de ce nu, incarnation de l'amour de Rembrandt pour la femme. Donc je vous remonte Bethsabée au bain. Bethsabée au bain. Magnifique. Voilà, donc il faut aller le voir au Louvre, c'est sublime. Voilà. Donc pour ce qui concerne donc le livre lui-même, ça nous amène à la page 80. Alors là c'est l'autoportrait de Rembrandt, page 80. Page 80. 80, ça nous amène là, d'accord. Sur une toile d'un bon mètre de hauteur se tenait assis de trois quarts un homme d'âge mûr, coiffé d'un bonnet d'intérieur blanc, éclairé par une lumière venant de l'angle supérieur gauche de la composition. De part et d'autre, d'un nez empâté, les yeux fixés sur le spectateur, se montrait vague et mélancolique, tandis que la peau burinée s'affaissait au niveau des joues rouges, éclatait dans la lueur vaporeuse. Il avait une ride tragique au front, un pli plus tendre, plus ironique aussi au coin de la bouche, une légère barbe négligée, et les boucles des cheveux donnaient une note grisonnante à cette tête, sous laquelle tout était beaucoup plus sombre. Le menton du modèle, sans se confondre avec l'arrière-plan obscur, donnait du moins l'impression de peiner et à s'en détacher, voire de s'y perdre. La clarté revenait plus bas encore, aux alentours de la taille, pour révéler une main tenant une canne à peindre, une baguette en bois destinée à soutenir la main des artistes pour l'exécution des détails, et la seconde agrippait ensemble un chiffon, des brosses et une palette sur laquelle se découpaient trois couleurs, du vermillon, du mordoré, et une tache de blanc au cœur de laquelle se nichait un soupçon de noir. Enfin, sur le côté droit, l'arête d'un panneau de bois apparaissait. C'était le dos d'un tableau auquel travaillait ce personnage. Encore un portrait avança Mona, au bout de 11 minutes, comme celui de la Bohémienne, et là encore on voit bien les marques de peinture, je veux dire les touches bien épaisses. La Bohémienne était toute gaie, lui est triste au contraire. Mais les deux ont quand même quelque chose qui me ressemble. Eh bien Mona, tu m'impressionnes, c'est seulement la 7e œuvre que nous venons regarder, et ça y est, tu commences à te faire un œil. La Bohémienne était de Frans Hals, et ce tableau est un portrait du peintre Rembrandt, par lui-même. Un portrait donc, un autoportrait, donc un genre alors plutôt nouveau, qui avait vu le jour aux alentours de 1500. Rares étaient les autoportraits où l'artiste osait se représenter dans son atelier, ses outils à la main. C'est le cas dans celui-ci que Rembrandt réalise à l'âge de 54 ans. Il est né 2 décennies après Frans Hals, en 1606 précisément. Mais les deux hommes se connaissaient et appartiennent, comme tu as réussi à le percevoir, à une même école, celle des Hollandais du XVIIe siècle. Frans Hals a fait toute sa carrière dans la cité de Haarlem, tandis que Rembrandt, originaire de Leyde, une ville universitaire, a très vite gagné Amsterdam, un port foisonnant, prospère, recevant des produits du monde entier dont l'artiste est effrayant. Tu ne vois pas là, mais parmi la quarantaine d'autoportraits peints par Rembrandt de sa jeunesse à sa mort en 1669, nombreux sont ceux où il se met en scène avec des costumes orientaux, des parures et des armures, autant d'accessoires insolites qu'il achetait sur les foires ou dans les ventes aux enchères et collectionnait. Rembrandt aurait été un bon client pour papa? Certainement. Tiens d'ailleurs, comme ton père, Rembrandt était également marchand.
Au rez-de-chaussée de sa grande maison du quartier juif d'Amsterdam, il tenait boutique, vendait des peintures, des gravures, mais également celles d'autres artistes. On peut encore visiter cette demeure aujourd'hui, tu sais. J'aimerais tant y aller. Tu iras, Mona, sois patiente, et tu verras. Amsterdam est partout traversé de canaux. La ville donne l'impression de tanguer sur les flots. L'hiver, l'atmosphère est brumeuse, énigmatique. L'ambiance y est mystérieuse, et l'on retrouve bien souvent ce mystère dans les tons des peintures du nord de l'Europe, et de Rembrandt en particulier. Je crois que je comprends Dadé. À Amsterdam, il fait humide, froid et nuit tôt. Et donc les peintres de là-bas, ils avaient un style qui ressemblait à la ville où ils vivaient. Et c'est pour ça que ce tableau de Rembrandt est comme embrouillé. J'ai bon? Un honorable 8 sur 10, Mona. Voilà. Donc ça évoque donc Rembrandt. Ensuite, nous avons Michel-Ange. Alors, Michel-Ange, le poème dans le poème que je vous ai cité, c'est Michel-Ange. Lieu vague, on voit des Hercules se mêler à des Christ et se lever tout droit. Des fantômes puissants qui, dans les crépuscules, déchirent leurs suaires en étirant leurs doigts. Voilà, donc je vous ai pris directement un passage du roman lui-même, là, en l'occurrence, et c'est donc 3, Michel-Ange, page 62. Page 62. Donc j'ai pas eu recours au musée du Louvre. Page 62. 62, pour donner un petit coup d'accélérateur, parce qu'autrement on y passerait toute la nuit. Mona marchait sagement aux côtés d'Henri vers une œuvre en pierre figurant une silhouette en pleine convulsion. Au fil de leur approche, l'espace résonnait très fort et les oreilles de la petite fille sifflaient, torturées par les cris d'un enfant juché sur le dos d'un gros homme, certainement son père, dégoulinant de transpiration. Mona songea alors qu'elle aussi, dans un passé pas si lointain, aimait escalader les épaules des adultes. Et elle demanda à son grand-père, immense et si vaillant encore, de la porter. L'exercice était périlleux, mais Henri l'exécuta, plia son corps osseux et hissa avec une prodigieuse force abdominale Mona vers le plafond, de sorte que la petite fille se retrouva à 2,50 m au-dessus du sol et qu'elle tomba presque en vis-à-vis avec un visage en marbre que les visiteurs ne voyaient, eux, qu'en contrebas. Ce visage avait les yeux fermés, la bouche légèrement charnue. Aussi, une régularité de traits absolument parfait, avec un nez fin et droit qui scindait en deux une tête surmontée d'une masse de cheveux bouclés. Elle était penchée contre l'épaule droite, sans la toucher toutefois, et de cette épaule portait un bras souple et musclé se rabattant vers l'intérieur au niveau du coude, aboutissant à une main massive effleurant le torse ou, plus exactement, recouvrant de la paume l'emplacement du cœur et cherchant du bout des doigts la médiane qui séparait le corps en deux hémisphères, c'est-à-dire le sternum. Un fin vêtement remontait au-dessus de la poitrine. Le garçon était par ailleurs intégralement nu et l'on voyait clairement son pubis, exempt de pilosité à l'encoignure des deux jambes, dont l'une, à gauche, reposait sur un amas de marbre plus volumineux et plié en pivotant légèrement vers sa droite, ce qui créait un mouvement du bassin, un déhanché extrêmement limpide, infiniment doux. Pour appuyer cette impression, il y avait enfin le bras gauche qui basculait en arrière et venait se perdre au niveau de la nuque. D'une manière générale, on eût dit quelque chose comme le délassement extatique d'un individu allongé mais représenté à la verticale. Au pied du modèle demeurait un volume de pierre informe et remontant à la manière d'une sorte de vague jusqu'au revers des cuisses. Au sommet de cette matière très peu ouvragée, une mystérieuse tête de singe se profilait, à peine ébauchée.
Ce ne fut pas Mona qui, la première, se fatigua d'examiner l'œuvre sans dire un mot, mais son grand-père, écrasé par le poids de sa petite-fille, assis sur ses épaules. Il la reposa au sol. Mona avait dès lors un point de vue beaucoup plus bas. Elle détourna les yeux du sexe de la statue qui l'embarrassait tant. Elle le trouvait proéminent et fixa le visage de marbre à la renverse. Elle eut soudain le sentiment qu'il était très loin, trônait très haut. Est-ce qu'il est heureux ou triste, Dadé? Qu'en dis-tu, toi? Un peu les deux. Quand je le regardais de près, sur tes épaules, j'aurais plutôt dit qu'il était heureux. Mais là, je me dis qu'il reste peut-être une espèce de douleur. En tout cas, moi, quand j'ai mal, je me tortille. Un peu comme lui. Voilà, ça c'est pour donc Michel-Ange. Ensuite, on va passer à Watteau. Alors Watteau, chez Baudelaire, c'est Watteau, ce carnaval où bien des cœurs illustres comme des papillons errent en flamboyant. Des corps frais et légers éclairés par des lustres qui versent la folie à ce bal tournoyant. Voilà, donc Watteau. Alors Watteau, Watteau, il faut aller à la page 28. Alors, il faut aller dans ce livre, parce que j'ai trouvé un Watteau à l'Ermitage que j'aime bien, à Saint-Pétersbourg, c'est page 28. Page 28, c'est la page d'après. C'est Watteau. Voilà, c'est beau quand même. Watteau. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent là? Ils nous disent la chose suivante. Watteau, 1684-1721. La peinture de Watteau, qui semble frivole, idéalisée, comme le dit Baudelaire, hein, dégagée de tout souci de ressemblance, n'en est pas moins paradoxalement réaliste à sa manière et représentative de son époque. Au début du XVIIIe siècle, la vie est un spectacle. La guerre elle-même, et Watteau en peignit plusieurs images lors d'un retour à Valenciennes, est une sorte de ballet auquel les chevaux et les uniformes rouges confèrent éclat et splendeur. On badine, et l'amour tient une grande place dans la vie d'une société qui ne songe qu'à s'amuser. On se déguise aussi beaucoup, au point qu'il devient impossible de savoir qui est qui. Ainsi, dans un tableau comme celui qui est reproduit ici, il est difficile de déterminer s'il s'agit de véritables acteurs de la comédie italienne ou de personnages habillés pour un bal masqué. De là viennent les deux titres de ce tableau. Il nous suffit de pouvoir admirer la véracité des 5 portraits juxtaposés habilement sur un si petit format. Sous le déguisement, chacun conserve son attitude et son expression naturelle. Le chatoiement des étoffes répond aux couleurs qui animent les visages. Chaque figure est traitée indépendamment de la voisine avec une perfection, une qualité étonnante. Et un tel tableau aurait pu être agrandi 20 fois. Cependant, la composition s'organise harmonieusement autour de l'horizontale de la balustrade, suggérant l'idée de spectacle sans préciser si les personnages réussis ici sont acteurs ou spectateurs. Ils vivent, et c'est assez. Donc là, il s'agissait donc de ce beau tableau-là, les acteurs de la comédie italienne. Voilà, je le remontre. Alors, c'est pas celui-là qui est évoqué dans le roman. Alors, dans le roman, c'est le 4, c'est le Pierrot hein, de Watteau. Alors, il faut aller le voir au Louvre, hein, le Pierrot de Watteau. C'est page 113. Page 113, là. Page 113. Alors on le voit en tout petit là-dessus, hein, mais bon, c'est encore mieux en grand au Louvre. Hein.
Alors, c'était l'effigie en pleine nature d'un jeune garçon brun, debout, raide, les bras ballants. Il était légèrement décentré sur la gauche d'un grand tableau sur panneau de bois. Une calotte et un chapeau rond dont le bord formait une auréole couvraient ses cheveux. Il avait les sourcils levés, les paupières tombantes et une lueur dans l'œil. Joues et nez étaient roses, comme les nœuds tenaient les chaussons à ses pieds écartés en V. Il portait un grand costume de satin blanc ample et lourd. Le pantalon s'arrêtait au mollet et la veste fermée par une quinzaine de boutons bouffait entre les épaules et les coudes. Derrière le garçon, sur un deuxième plan situé à environ 1 mètre de distance du premier, s'étalaient 5 figures en contrebas. À quoi s'employait-elle exactement? Cela demeurait mystérieux car on n'apercevait que le haut de leur corps. La cime de leur crâne, au mieux, se trouvait au niveau des cuisses du protagoniste. Tout à gauche de l'œuvre, un homme de 3/4 vêtu de noir et doté d'une fraise autour du cou dardait le spectateur en ricanant. Il montait un âne bridé dont la silhouette cachée ne laissait visiblement qu'un fragment de la tête. On en distinguait, outre une oreille dressée, un œil noir et luisant dirigé là encore vers le spectateur. Les 3 autres figures se trouvaient sur la partie droite de l'œuvre et formaient un petit groupe serré dont les membres ne communiquaient que pas entre eux. L'un placé juste à côté du genou du protagoniste, mais dans la profondeur, regardait quelque chose hors champ, d'un air stupéfait, et portait une coiffure en forme de grande mèche de feu. Le plus proche du premier plan, de profil, en tenue et béret rouge, et au visage d'une carnation elle-même légèrement cramoisie, arborait une moue spécifique et semblait plus indifférent. Sa main apparente tenait la bride de l'âne. Entre les 2 hommes, il y avait une jeune femme au regard tendre, plutôt bien en chair, des yeux roux, attachés au chignon, un fichu noué sur la gorge. Enfin, il fallait ajouter à cette scène, sur le bord droit, parmi une végétation épaisse, le buste en pierre d'une faune dominant l'ensemble sur un fond de ciel clair jailli d'un horizon très bas. D'emblée, Mona fut extraordinairement frappée par la ressemblance entre le grand garçon et son camarade de classe, Diego. C'était lui, vraiment lui, la différence d'âge, le garçon du tableau devait avoir 17 ans, n'y changeait rien. Cela la marqua tellement qu'elle ne vit presque rien d'autre en examinant l'œuvre. Elle finit par se demander, entre inquiétude et espérance, si les êtres pouvaient, une fois morts, réapparaître au fil de l'histoire. Y aurait-il quelque part, dans quelque musée, un tableau gardant trace de ce qu'elle avait été dans une autre existence, un autre siècle et un autre pays? Mais cette idée lui parut trop farfelue pour qu'elle s'en ouvre à son grand-père. Tu rêvasses, Mona? Je te connais. Mais voyons, Dadé, je médite, dit-elle, en appuyant sur le mot fier de son vocabulaire choisi. Soit, méditons ensemble, ma chérie. Qu'avons-nous là? Le tableau d'un certain Antoine Watteau, disparu jeune, à l'âge de 37 ans, et dans la vie nous est passablement énigmatique. On ignore les circonstances dans lesquelles il a pu exécuter cette œuvre de belle stature, et qui a été plusieurs fois découpée sur ses bords sans que l'on sache ni quand, ni par qui, ni pourquoi. Nous partons de loin en somme. C'est peut-être à cause du découpage que le personnage se situe un peu en décalage par rapport au milieu du tableau. Bien observé, Mona. Le grand garçon qui domine la composition est en effet légèrement décentré sur la gauche, et ce cadrage surprenant participe au sentiment de flottement et même de dissonance de la scène. Il est possible que ce ne soit que la conséquence fortuite d'un rognage des bords, mais il n'est pas interdit d'y voir une audace d'autant plus géniale
et inventive de Watteau qu'elle est simplement allusive. Outre ce personnage, on en compte 4 autres, tous issus comme lui dans la Commedia dell'arte. C'est du théâtre ça? C'est juste. Et j'avoue que le théâtre m'ennuie un peu. Mais pas la Commedia dell'arte. La tradition nous en vient d'Italie, et les acteurs sont plongés sans cesse dans l'action. Leur expression passe par l'outrance des mouvements du corps. Ce genre de spectacle drôle et cruel était très en vogue au XVIIIe siècle. Il charriait quelque chose de carnavalesque, où la société bascule sans cesse dessous, où les plus petits menacent de rouer de coups le plus puissant. Voilà, donc la semaine prochaine, on lira l'autre partie, on fera que 2 émissions là-dessus, sur ce livre qui est vraiment très, très, très intéressant, très, très subtil. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite une bonne semaine à tous.